Je suis très heureux qu'on se retrouve et je viens de passer un moment avec, si je puis dire, une autre famille, mais qui est largement représentée ici, celle de l'industrie française. Et on vient d'avoir avec France Industrie un très bon échange pour préparer les futures décisions. Et je vous retrouve dans cette salle de l'Élysée, alors même que ces derniers jours, plusieurs bonnes annonces pour l'économie française ont été consacrées, en particulier lors du sommet de Choose France, qui ont aussi marqué ce qui est votre travail collectif, l'attractivité française retrouvée sur beaucoup de sujets. Et je suis d'autant plus heureux de vous retrouver ici et de pouvoir recevoir les 500 champions des territoires que vous êtes, parce qu'il y a une forme d'injustice française. Nos grands groupes sont connus et célébrés, c'est une bonne chose. J'ai souvent eu l'occasion de le dire. N'aurions pas le CAC 40, qui a été souvent décrié, la France serait plus faible économiquement, parce qu'ils permettent de projeter à l'export et ils sont une spécificité française. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'autres pays européens qui aient ainsi des grands groupes si forts, si structurés. Et c'est une très bonne chose. On a les start-up et la French Tech dont on parle beaucoup. Là aussi, c'est une chance immense. Et nous sommes numéro 1 en Europe sur ce volet-là. Et c'est une très bonne chose aussi. On a beaucoup défendu nos petites et moyennes entreprises. Il y a eu beaucoup de politiques qui ont été ciblées avec des seuils, comme on aime en définir, et qui ont souvent été ciblés sur les petites et moyennes entreprises. Et de ce fait, on a parfois oublié les entreprises de taille intermédiaire. C'est d'ailleurs ce qui a plusieurs fois été porté. Dans une vie antérieure, j'ai aussi beaucoup travaillé avec vous, par vos représentants et la structuration qui a été faite. Or, quand on se compare, on regarde que c'est en effet une potentielle faiblesse française de ne pas suffisamment mettre l'accent sur ces ETI. Et on voit que, somme toute, décider d'accélérer les choses et de prendre quelques mesures clés permet aussi à notre économie d'aller plus vite et plus fort, parce que c'est un peu avoir le meilleur des deux mondes. La force de frappe déjà de groupes qui veulent devenir des champions, et encore une vélocité, une flexibilité qui va avec une taille, aussi un esprit d'entreprise qui est parfois celui d'un capitalisme familial, d'un entrepreneuriat qui est encore dans les gènes de l'entreprise. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand on se compare, on voit que la force du modèle allemand repose beaucoup sur ce qu'on a appelé ce Mittelstand, qui est véritablement ce tissu d'entreprises de taille intermédiaire, très accroché à ces territoires, et qui se projette à l'international, avec d'ailleurs des résultats, quand on regarde ces 15 dernières années, dont l'économie allemande n'a pas eu à se plaindre. C'est pourquoi je souhaite que les ETI, et avec elles les PME de croissance, puissent véritablement, à nouveau, prendre toute leur place au cœur de notre stratégie et des décisions qui sont aujourd'hui à prendre. Elles l'ont été durant les 2 années et demie qui viennent de s'écouler, parce que beaucoup des mesures prises par les ministres ici présents vous ont touché directement, je vais y revenir. Elles doivent l'être pour les années à venir, en particulier autour du pacte productif que nous préparons pour le printemps prochain. Et si beaucoup a été fait, avec des résultats qui sont là, et j'ai eu l'occasion hier de les souligner, et je vais continuer de les souligner dans une période qu'on voudrait uniquement morose, ça n'est pas vrai, je considère qu'on a encore ensemble, beaucoup de choses à faire pour rendre notre pays plus fort. Je le disais, nous sommes redevenus attractifs, et cette attractivité, en termes d'investissement productif, de création d'emplois, elle irrigue tous les territoires français. Et d'ailleurs, je reconnais beaucoup de visages amis et d'entreprises visitées durant ces dernières années qui sont ici dans la salle, et du Cantal à la Normandie, en passant par tous nos territoires, des secteurs de dispositifs médicaux, à l'impression 3D, en passant par la cosmétique jusqu'à des produits agroalimentaires et j'en passe. Tous les secteurs et tous les territoires sont ici représentés. Nos chiffres sont là pour le dire. Ces 2 années et demie qui viennent de s'écouler, on a recréé 500 000 emplois. On a recréé pour la première fois depuis 12 ans de l'emploi industriel dans notre pays. Il n'y a pas de fatalité. On a recréé de l'attractivité de l'investissement productif. Et nous sommes numéro 1 en création de start-up et en attractivité de l'investissement dans nos entreprises en Europe. Alors, le contexte macroéconomique est plus difficile qu'il y a quelques années parce qu'il y a des tensions commerciales mondiales. On essaie de les faire descendre. Je
crois qu'on est en train d'y réussir. Je touche du bois, parce qu'il faut toujours être prudent en la matière. On est en train aussi de se battre pour relancer une croissance européenne plus vigoureuse. Mais enfin, pour la première fois, là aussi, depuis plus d'une décennie, la France a des chiffres de croissance, d'investissement, de création d'emplois qui sont supérieurs à ses voisins européens. Dans une dynamique qui est insuffisante, mais avec une comparaison qui est à notre avantage. Et les ETI françaises ont évidemment un rôle essentiel dans ces premiers résultats et cette stratégie. Aussi, je veux qu'on se donne ensemble 3 agendas qui, je sais, sont déjà au cœur de votre actualité, mais que je veux mettre au cœur de notre stratégie collective et de ce que nous allons préparer pour les mois à venir. Travailler en France, produire en France, s'engager en France. C'est ce triptyque qu'il nous faut véritablement réussir. Ce qui veut dire à chaque fois ne pas avoir une exclusive française, mais si on est fort chez nous, on peut se projeter, on peut exporter, on peut prendre des risques. Il faut d'abord être à la maison et pas simplement être un espace ouvert à une concurrence à laquelle on ne sait pas répondre. Travailler en France, c'est donc le premier axe que je veux que nous puissions mettre en avant, en ayant un vrai engagement pour les femmes et les hommes qui font vos entreprises, sont vos entreprises. Et je sais que là-dessus, il y a un attachement tout particulier des entreprises de taille intermédiaire, je le disais, elles sont souvent familiales encore, en tout cas elles ont souvent une origine qui est familiale, elles ont ça encore dans leur ADN, et même si elles sont en forte croissance et ont franchi certains seuils, elles sont encore à taille humaine. Et le bien-être des salariés, la volonté d'embaucher encore davantage est au cœur de votre stratégie. Et donc, ce qu'on appelle parfois le capital humain, les femmes et les hommes qui font ce collectif qui est une entreprise et qui l'est avant tout, sont au cœur de la stratégie. On doit aller plus vite et plus fort sur ce sujet. Alors, on a déjà fait des choses qui sont structurantes depuis le début du quinquennat en la matière. Je l'évoquais tout à l'heure avec nos amis de l'industrie, les ordonnances travail. On a mis en place beaucoup de dispositifs pour permettre de simplifier les choses et le couple, si je puis dire, ordonnance travail et loi Pacte a permis de supprimer beaucoup de seuils, a permis de simplifier les structures de l'entreprise et en même temps de simplifier, de réduire, ça se mesure d'ailleurs, la peur d'embaucher qui existait dans notre économie et de mettre en place aussi des dispositifs plus offensifs qui sont à votre main. L'impact psychologique a pleinement fonctionné et c'est en train de se déployer. Et moi, je vous invite vraiment à vous saisir de tous les dispositifs qui sont proposés, en particulier les accords de performance, tout ce qui est fait pour simplifier les choses, embaucher encore davantage. À côté de ça, on a mis aussi en place une stratégie pour renforcer véritablement dans notre économie l'incitation à l'embauche et la formation. Et au fond, après ces ordonnances travail, tout ce que nous avons conduit a été, si je puis dire, un double moteur. D'une part, la réforme de l'assurance chômage, qui a été parachevée en novembre dernier, elle a parfois été beaucoup décriée, mais elle était indispensable pour recréer les bons mécanismes d'incitation, pour retrouver du travail, surtout dans les secteurs les plus tendus, pour mettre en place les bons dispositifs de solidarité pour les salariés en situation de chômage qui tombaient en situation de chômage et qui étaient les plus fragilisés, et en même temps pour recréer les incitations à retrouver du travail lorsqu'il y avait des propositions qui existaient. Et donc, réforme de l'assurance chômage, et à côté de ça, un investissement et une réforme en profondeur de notre dispositif d'apprentissage, d'alternance et de formation en continu. On a simplifié les règles comme on ne l'avait jamais fait dans notre économie, et on a investi pour que nos jeunes et moins jeunes retournent vers les métiers de l'entreprise et puissent répondre aux besoins de notre économie. Ce travail conduit par la ministre a permis évidemment déjà des premiers résultats, ces 500 000 emplois créés que j'évoquais avec vous toutes et tous, mais il a permis de simplifier drastiquement nos mécanismes d'apprentissage et d'alternance. C'était indispensable, et de progressivement entrer ces dispositifs dans la culture française. Je m'étais gardé de prendre des objectifs chiffrés, on l'a fait trop de fois sans avoir de résultats. Mais en redonnant aux branches professionnelles la main pour avoir des règles qui, en quelque sorte, correspondent aux besoins, en simplifiant les dispositifs d'aide, en étant beaucoup plus clairs, et en réformant aussi nos dispositifs d'orientation et les messages qu'on envoie très clairement aux familles et aux plus jeunes,
on a créé une dynamique qu'on constate ces 2 dernières années où l'apprentissage est enfin en train de décoller. Et là-dessus, vous avez un rôle extraordinairement important à jouer, et j'insiste sur ce point, c'est de continuer à prendre des apprentis, d'en prendre de plus en plus. D'abord parce que je pense que c'est un bon levier pour attirer les jeunes vers vos entreprises et vos secteurs, pour eux mieux les connaître, et connaître aussi les enseignants qui les forment dans ce mécanisme-là, et identifier aussi les jeunes qui ensuite deviendront beaucoup plus rapidement des salariés qui connaîtront mieux l'entreprise et que vous connaîtrez mieux, et lever ce qui est un des problèmes de notre économie, j'y reviendrai, qui est la peur d'embaucher des jeunes, et ce qui reste aujourd'hui encore un de nos problèmes. Et donc je voulais ici insister sur le fait qu'il faut maintenant faire vivre ces dispositifs, et on va continuer, nous, de les activer. Et puis on a renforcé notre investissement collectif sur la formation continue. Là aussi, on en a simplifié les règles, on en a clarifié les règles. Notre dispositif de formation continue, on y mettait beaucoup d'argent, c'était le vôtre. Et c'était un peu opaque, parce que ceux qui formaient se rémunéraient sur les formations qui n'étaient jamais évaluées. Et si je schématise comment fonctionnait la France jusqu'à récemment, la formation servit beaucoup à financer des acteurs du dialogue social et de la formation. Il y avait très peu d'évaluation, et on formait principalement les gens qui en avaient peu besoin, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà dans des entreprises bien installées avec une formation première. On formait très peu ou pas du tout les demandeurs d'emploi, les métiers précaires, les gens qui n'avaient pas de qualification initiale. C'est ça qu'on est en train de complètement repivoter collectivement, en ayant créé un dispositif où on évalue les besoins, on évalue les formations, et puis on réinvestit massivement, puisqu'on met 15 milliards d'euros sur le quinquennat, sur ces formations pour les jeunes décrocheurs et les demandeurs d'emploi, en particulier de longue durée. Et j'assume totalement cet investissement. J'assume parce que si on veut gagner la bataille du chômage, il y avait évidemment la partie flexi-sécurité que je viens d'évoquer avec les ordonnances travail et tout ce qu'on a fait, mais il y avait aussi la partie formation, parce que nous sommes la principale économie de l'Union européenne qui n'avait pas réglé le problème du chômage de masse. Et en particulier depuis la dernière crise, quand on reste durablement au-dessus de 9-10% de chômage, on crée de la déqualification. Et ce n'est pas vrai qu'on peut retrouver du jour au lendemain un emploi quand on a passé 2, 3, 4 ans au chômage. Et donc il faut à ce moment-là accepter d'investir sur les personnes pour leur permettre de retrouver des qualifications. Et c'est parfois des formations qui prennent un peu de temps pour revenir à l'emploi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc on a réformé les structures, on investit, et donc on a aussi besoin de pleinement votre accompagnement, et je sais qu'il est là et qu'il est au rendez-vous pour réussir cette transition de notre économie. Et à cet égard, quand je vois la dynamique, on en parlait, de création de CFA, on voit bien qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer, et je veux saluer ici en particulier les nouveaux CFA de TI et inter-ETI qui sont extrêmement importants. Il y a aujourd'hui des dizaines, même plus, de demandes de CFA qui sont en attente sur nos territoires, et donc on en a besoin. Il y a des secteurs qui sont en train de s'organiser, et on a des ETI, certaines ont fait quasiment des CFA pour elles-mêmes, on en a plusieurs cas, et ils ont été déjà pour certains homologués. Des ETI à juste titre sur des territoires, lorsqu'il y a des organisations, une histoire, si je puis dire, industrielle ou sectorielle, se sont organisées pour créer à plusieurs ETI des CFA. Et donc là, le ministre, avec les autorités compétentes, va continuer à donner les autorisations dans les prochaines semaines et ouvrir ces CFA. Il y reviendra tout à l'heure avec vous. Mais je veux saluer votre engagement pour justement participer à cet effort de formation et participer à cet engagement sur nos territoires. Là-dessus, pour réussir pleinement cette bataille, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure avec France Industrie, il faut qu'on continue à avancer sur plusieurs sujets complémentaires. Il y a d'abord faire vivre tout ce que je viens de dire, pour gagner la bataille du travailler en France. Et puis il y a quelques éléments de bon sens très pratiques qu'il faut développer. Il y en a un qui est le volontariat territorial en entreprise. Plusieurs entreprises se sont engagées, et je les en remercie sur ce sujet. Axelis, Mecachrome, Piriou, Tuan, par exemple, qui ont signé leur premier VTE. On a 100 premiers VTE. On est très très loin de ce qu'on devrait faire. On lance la plateforme, il y a une plateforme où les jeunes peuvent s'inscrire. J'ai fait tout à l'heure la publicité sur le numérique pour les jeunes qui sont en train de se poser des questions, que ce soit en BTS, en école d'ingénieurs ou dans les formations où ils sont. Mais je le dis parce que
aussi vrai que l'apprentissage est un levier pour vous, le volontariat territorial en entreprise, c'est excellent pour eux et pour vous. C'est fait pour vous. C'est l'idée de recruter un jeune, avec d'ailleurs des coûts salariaux qui sont beaucoup moins importants pour vous, une stabilité malgré tout et un statut, un accompagnement de l'État. Et ça permet à un jeune, à un moment de transition dans la vie professionnelle, de rentrer dans l'entreprise, d'être connu par l'entreprise, de connaître le monde du travail et pour nous de réduire ce fossé qui continue à y avoir entre la fin des études et le début du marché du travail. Et ça, je pense que c'est très important, donc je vous encourage à aller beaucoup plus vite et plus fort. On doit réussir à aller beaucoup plus loin. Il y a ensuite un deuxième levier que je pense qu'on doit activer beaucoup plus, qui est en effet la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire, si on veut réussir à mettre en branle tout ce dispositif de formation qu'on est en train de faire, ce qu'on fait avec Pôle emploi, avec la gestion des compétences, monsieur le haut-commissaire, avec justement tous nos investissements que pilote la ministre, il faut qu'on puisse, filière par filière et territoire par territoire, partager les informations et les besoins. Le numérique nous permet, dans un monde parfait, de faire ça beaucoup plus vite, si on gérait tout de manière transparente. Parfois, ces données ne sont pas totalement ouvertes, il y a du secret industriel, on ne veut pas dire ce vers quoi on va se déployer. Il faut qu'on partage mieux l'information. Parce que si on veut ramener nos jeunes vers certains métiers de l'industrie qui ne sont pas assez attractifs aujourd'hui, si on veut ramener nos jeunes vers les métiers qui sont en tension, il faut qu'on partage l'information et la contrainte. Et je pense qu'on a une matrice, c'est nos grandes filières, industrielles et de services, et ce sont nos territoires. Si on s'organise bien collectivement, si on y met partout où c'est possible aussi les outils numériques qui sincèrement sont à notre disposition, on doit être en capacité d'orienter nos ouvertures de CFA, d'orienter chaque année les orientations qu'on fait d'ailleurs dès le lycée, les ouvertures de filières et nous-mêmes Parcoursup, et derrière les formations vers lesquelles on envoie les demandeurs d'emploi à Pôle emploi. Aujourd'hui, pour parler en bon français, on a un mismatch, parce que les gens continuent de demander des formations classiques. Nos jeunes, par exemple, dans les universités au premier cycle, Parcoursup nous permet de corriger ce biais, mais il y a encore des images, par exemple, de certains secteurs industriels qui sont biaisés. Vous le savez par cœur et beaucoup mieux que moi. Mais si on dit chaudronnier à un jeune ou à un moins jeune, il pense que ce n'est pas un métier d'avenir. C'est totalement faux. C'est un des métiers sur lesquels il y a le plus de tension, on en a besoin. Et chaudronnier aujourd'hui, c'est faire de la voiture, du spatial et beaucoup de secteurs de pointe sur lesquels c'est une compétence critique. Il faut qu'on le rende transparent, qu'on sache dans quel territoire on a besoin de cela et comment réussir à mieux nous organiser. Là-dessus, j'ai besoin de vous et les ministres vont travailler avec vous sur ce sujet. Et puis, le dernier point, c'est il faut qu'ensemble, on arrive à mieux s'organiser sur les angles morts, si je puis dire, de la création d'emplois et de la mobilité dans notre économie. Il y a des demandeurs d'emploi, il y a des métiers sous tension, il y a des emplois non pourvus. On a fait ce qu'il fallait avec la réforme de l'assurance chômage en fin d'année dernière et vous allez voir dans les prochains mois les impacts, comme je l'évoquais. Mais il y a aujourd'hui encore des choses qui ne sont pas bien couvertes, parce qu'elles ne relèvent que de logiques de territoire et d'organisation de proximité et de bon sens, dans lesquelles les ETI ont un rôle clé à jouer avec les pouvoirs publics. Les gens aujourd'hui ne se déplacent pas parfois d'une vallée à l'autre, ou d'un secteur à l'autre, parce qu'il y a un problème pour l'emploi de l'époux ou de l'épouse, parce qu'il y a un problème de logement, ou parce qu'il y a des problèmes de transport. C'est tout bête ce que je dis, hein, mais c'est vrai. Vous avez en Savoie, Haute-Savoie, des vallées qui sont sinistrées par des chocs industriels. D'autres, par exemple quand il y a le décolletage, si je pense à certaines qui s'activent, il n'y a plus de chômage. C'est un chômage frictionnel, on est à 4-5% de demande d'emploi. C'est très dur de passer d'une vallée à l'autre parce que quand on a acheté la maison et qu'on a le conjoint qui travaille dans cette vallée et que la maison ne vaut presque plus rien et qu'on a des prêts sur le dos, comment on fait pour passer d'une à l'autre? On doit réussir à trouver des solutions extrêmement empiriques, très concrètes. Ça se fait sur le territoire avec des acteurs comme vous. Ça se fait en mettant les pouvoirs publics, les régions, les pouvoirs publics de l'État et les acteurs industriels en branle pour réussir cette bataille. C'est ce que j'avais voulu avec cette mobilisation nationale. Et au fond, cette mobilisation nationale lancée au printemps dernier n'a pas très bien marché, parce qu'on a bien vu que nos acteurs institutionnels, je le dis très sincèrement, l'ensemble des acteurs, d'ailleurs, que ce soit État, collectivités locales, syndicats, se sont peu saisis de ces sujets. On préfère les grands sujets nationaux, parfois sur lesquels on se déchire,
plutôt que ces sujets très pratiques qui sont clés. Clés. Et donc, moi, je souhaite qu'on retrouve une logique de, parfois, contrat de transition économique, un peu, on est en train de le faire en matière d'écologie, mais il faut qu'on continue à travailler là-dessus si on veut gagner la bataille du plein emploi. Donc, vous voyez, le travailler en France recouvre tout cela. Je mets les mains dans le cambouis avec vous, mais c'est très important si on veut réussir collectivement. En tout cas, on a mis en place beaucoup de dispositifs, on va continuer à le faire et à agir avec vous pour répondre à tous ces défis et avancer avec vous pour la création d'emplois. Pour ça, il n'y a rien de mieux que créer votre marque et le lancement aujourd'hui de la marque TI de manière pleinement officielle, assumée par les pouvoirs publics, en l'inscrivant dans toutes les dimensions de nos politiques, est pour moi un levier très fort qu'on doit ensemble activer. Beaucoup d'entre vous savent la puissance d'une marque, et vous en avez à votre actif dans tous les secteurs, je ne vais pas tous les citer, mais je pense que la marque TI maintenant, au national et à l'international, doit être pleinement mobilisée pour qu'on arrive à passer le cap et à en faire un vecteur justement de création d'emplois beaucoup plus fort, aussi en nous bousculant parfois sur nos dispositifs, mais en travaillant de manière beaucoup plus serrée, comme vous allez le faire cet après-midi. Le deuxième levier, il est jumeau du premier, inséparable, c'est produire en France. C'est le deuxième axe de notre action, qui est répondre au fait que un peu tout était trop compliqué en France, se financer ou croître, et qu'on avait en quelque sorte accepté une fatalité qui était que la France n'était plus un pays où on allait produire. D'abord, si beaucoup ne croyaient plus à cela dans notre pays, j'ai devant moi beaucoup de pratiquants qui, eux, n'avaient pas attendu que d'autres y croient pour eux. Et je vous en remercie. Parce qu'il y a eu des discours parfois dans notre pays où on nous disait qu'on allait devenir sans usine, que ce n'était plus un pays où il fallait produire, qu'on allait se réinventer sur d'autres modèles. Il y a eu des résistants, et vous en êtes. Et donc, je ne pourrais pas aujourd'hui tenir ce discours, on ne pourrait pas porter cette ambition, si bien souvent il n'y avait pas eu, sur des territoires parfois bousculés et soumis à toutes les fatalités, des femmes et des hommes pour résister et dire c'est possible de produire là. Qui des ponts, qui des voitures, qui des dispositifs médicaux que j'évoquais tout à l'heure, du numérique, etc., etc. Alors, depuis le début du quinquennat, là aussi, nous avons mis en place un dispositif le plus ambitieux possible pour pouvoir produire, fabriquer en France. Et il a été quelque part consacré le week-end dernier, beaucoup d'entre vous étaient d'ailleurs ici même, où on a fait la première exposition justement du fabriqué en France, et on a mis à l'honneur des entreprises de notre pays qui fabriquent en France, véritablement, et qui ont décidé depuis des années de s'organiser pour produire, qui la matière première, qui la transformer en profondeur dans notre pays. Mais chaque département était ici, dans cette maison de la République, représenté durant 2 jours. On a eu 10 000 visiteurs et beaucoup de succès d'ailleurs dans tous les territoires. Et on a montré que se fabriquer en France était une réalité et qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Alors pour ce faire, on a commencé à faire des choses, il faut maintenant les pérenniser. Il y avait d'abord un problème, on le sait, qui est un problème de coût du travail. Il a été pérennisé et simplifié par la conversion du CICE en baisse de charges. Et donc, cette mesure a un intérêt, entre autres. D'abord, elle est visible, elle impacte directement les marges, ce qui permet aussi d'améliorer sa capacité à s'endetter ou à contracter de nouveaux investissements. Elle est beaucoup plus claire, elle était appelée de vos vœux, et elle est plus pérenne. Elle s'est accompagnée d'une baisse de l'impôt sur les sociétés, avec la trajectoire, qui sera tenue, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, de baisse à 25% de l'IS à 2022. Et donc ça, c'est un couple qui est extrêmement important et qui nous remet dans le jeu de la compétitivité en matière de coût du travail. Est-ce que, pour autant, c'est satisfaisant? Non, les constats sont établis, on le sait, en matière en particulier industrielle et dans tous les secteurs où la structure des salaires fait qu'on ne s'arrête pas à 2 SMIC et demi, on continue à avoir un sujet de compétitivité coût. Et donc ces discussions et les travaux qui vont se continuer dans le cadre du pacte productif, c'est le fameux sujet des impôts de production. Et dans le cadre du pacte au printemps, nous aurons des décisions à prendre. Et là aussi, je vais être très clair, l'argent public est rare. Et donc, il faut faire des choix. Et on ne peut pas baisser la C3S, la CVAE, l'ensemble des impôts de production et les coûts salariaux au-dessus de SMIC et demi. Il faut choisir. Il faut choisir les batailles, se donner une trajectoire.
Et aussi choisir, en quelque sorte, si je puis dire, le policy mix économique auquel on croit collectivement. Nous sommes en train, pour la première fois depuis des décennies, de réussir un couple qui est baisse du déficit public courant et baisse des impôts. On n'avait jamais fait ensemble comme ça, dans un environnement de croissance qui n'est pas favorable, macroéconomiquement. C'est-à-dire, regardez les chiffres, au niveau de la zone euro, on est entre 1 et 1,5% de croissance. On avait parfois réussi à avoir des désendettements ou des baisses d'impôts quand on était sur des 2 ou 3% de croissance. Ce n'est pas du tout le cas de notre environnement. Mais depuis 2 ans et demi, je regarde ce que fait le gouvernement. Les impôts baissent, entreprises et ménages, et ils vont continuer de baisser conformément aux engagements que j'avais pris, et le déficit baisse. Est-ce qu'on peut faire beaucoup plus en baisse d'impôts, en faisant beaucoup plus d'économies? Non. En tout cas, pas à portée de main. Je vais être clair. Parce que les économies, on sait ce que c'est. Soit on baisse massivement le budget des collectivités locales. Elles portent beaucoup de l'investissement public. Je n'ai pas senti un très grand soutien unanime politique. Soit on baisse encore davantage du côté de l'État. Soyons clairs, l'appareil productif de l'État, on est en train de le réformer. L'impôt sur, justement, le prélèvement à la source permet de réduire beaucoup d'impôts de ce côté-là. Mais après, le cœur de la dépense de l'État, c'est quoi? Le logement, réformé. On a été salué et défendu largement, compris par des gens qui demandent de faire aujourd'hui beaucoup d'économies. Promis à nous dire, on ne devrait pas toucher aux APL et compagnie. Réforme ensuite qui était indispensable, celle des emplois aidés. Que n'ai-je entendu? Moi, je n'entends pas d'autres pistes d'économie sur la partie État. Et puis l'autre, c'est le social. Je regarde comme vous le contexte, l'hôpital, la dépendance, la retraite. La retraite, le gouvernement mène une réforme courageuse. Est-ce que, si on veut financer des baisses d'impôts productifs, on a sous la main 5-10 milliards sur la retraite? Si on décide de passer l'âge légal à 66 ans, oui. Je ne sens pas un grand consensus national. Et d'ailleurs, je sens beaucoup de gens pour pousser cette idée, surtout quand ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Je vous parle franchement. Donc, par contre, il y a une vraie question. Est-ce qu'on dit, le plus important, c'est d'accélérer la baisse du déficit courant, ou de dire, on accepte d'avoir une trajectoire qu'on peut revoir, mais pour aller plus vite sur de la création d'emplois et des trajectoires fiscales? Ça, c'est un débat qu'il faut avoir avec toutes les parties prenantes. Je suis prêt à l'avoir dans ce moment du printemps où on aura le pacte productif qui arrive. Mais il faut avoir des discours de vérité, pas des discours de démagogie. Et moi, je ne veux pas prendre des engagements de baisse d'impôts qui ne seraient pas gagés soit par des économies claires et assumées par tout le monde, soit par des trajectoires de finances publiques, là aussi assumées par tout le monde. Ça marche quand il y a un consensus. Tout est transparent, on connaît tous les chiffres. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler dans les mois prochains pour construire quelque chose de crédible si on veut aller plus loin sur les impôts de production, mais je suis conscient de ce verrou. Ensuite, à côté du coût du travail, il y avait le coût du capital. Et là-dessus aussi, il y a un vrai travail qui a été fait par le gouvernement, ISF, flat tax. Et vous le savez, ô combien. Et là aussi, il faut faire de la pédagogie collectivement. Moi, je veux bien tous les jours me faire appeler président des riches. Je ne le suis pas, et je ne suis pas défenseur de qui que ce soit ou de quelque catégorie. Je suis défenseur de l'intérêt de la nation, d'un intérêt général et d'une ambition que je veux pour notre pays. Il faut que tout le monde explique à quoi ça sert quand on fait ce qu'on a fait sur l'ISF et la flat tax. Et là, j'ai besoin de vous collectivement. Ça sert à permettre de réinvestir dans notre pays et notre économie. Et les chiffres que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce qu'on a pris des décisions qui le permettent. On a à nouveau permis aux entrepreneurs que vous êtes, et à tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, lorsqu'ils réussissent en créant leur entreprise et qu'ils réinvestissent dans l'économie productive, à ne pas être taxés de manière totalement divergente du reste des pays européens. On a réussi à faire que, Français ou étrangers, quand on investit dans le capital productif français, on n'est pas taxé de manière totalement décorrélée de ce qu'on est taxé en Allemagne, en Autriche ou au Royaume-Uni. Et en quelque sorte, dans notre pays, il y a beaucoup de gens pour défendre le nationalisme productif et dire il faut produire en France, mais les mêmes, bien souvent, disent on n'aime pas les riches et on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent en France. Un capitalisme sans capital, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc là-dessus, il ne faut pas de démagogie, mais aussi il faut collectivement avoir le courage d'expliquer que c'est un investissement collectif, mais derrière, une vraie responsabilité collective qui est de dire on paye de l'impôt sur ce qui est produit, ça s'appelle l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu,
Il y a ensuite cette flat tax sur les dividendes du capital, mais parce qu'on réinvestit cet argent et qu'il faut continuer à le réinvestir. Et là-dessus, j'attends que la pédagogie collective continue de se faire, parce qu'il faut lier les résultats qui sont positifs dans les territoires à des mesures qui parfois n'ont pas été comprises et ont pu devenir impopulaires parce que personne n'a osé les défendre. Ça ne marche pas dans une vie politique. La démagogie, je ne la découvre pas, elle n'a pas commencé il y a 2 ans et demi. Mais très sincèrement, il faut collectivement qu'on redonne de la fierté et du courage politique partout sur les territoires en expliquant que ces résultats, c'est le fruit des entrepreneurs que vous êtes, mais aussi des politiques qui sont conduites et qui permettent ces choix que d'autres politiques n'avaient pas permises. Sinon, l'histoire bégaiera. Hein. Sinon, l'histoire bégaiera, parce que les gens adorent qu'on crée des emplois, mais ils adorent taxer les gens qui les créent. C'est un fait vérifié à travers les âges. Et donc, sur ce sujet, je considère qu'on a amélioré, qu'on a rendu à nouveau compétitif notre économie sur le plan du coût du capital et de la fiscalité du capital, pas pour faire des cadeaux à qui que ce soit, mais pour permettre d'investir dans notre économie. Et donc ce à quoi je vous incite dans le cycle où nous sommes, c'est de continuer à investir, à croire dans notre économie et vos projets, et à être dans cette logique. Alors, là-dessus, il y a tout le travail qui est fait avec la Banque publique d'investissement, et il y a tout le travail qu'on veut préparer en vue justement du pacte productif, qui est de regarder comment on peut jumeler en quelque sorte et avoir le maximum d'effets d'accélération réciproque entre ces dispositifs fiscaux, mais les choix que vous allez faire comme entrepreneurs et les choix que nous allons faire dans certaines filières où on va mettre l'argent public dans certains plans. On a commencé à le faire avec l'intelligence artificielle, l'hydrogène, les batteries. On va le développer sur d'autres priorités. Et les choix qui sont faits par la Banque publique d'investissement sur le plan capital, subvention et sur l'ensemble de la palette d'instruments qui est la sienne pour accélérer les écosystèmes French Tech, French Fab et justement la logique qui est la sienne. Et donc là, il y a une articulation à concevoir d'ici le printemps qui est à mes yeux extrêmement importante et que nous allons développer. Il y a aussi tout le travail pour accompagner le capitalisme familial. Je le disais, beaucoup de vos entreprises sont des entreprises familiales, elles le sont encore. C'est une fierté pour vous, et à juste titre. Et moi, je pense que c'est une chance pour notre pays et nos territoires. Je n'oppose aucun type d'organisation. Mais ce que je vois, c'est que dans les entreprises où il y a des acteurs qui sont une famille, quand d'ailleurs on a en plus partagé le capital avec les salariés à travers le temps, qu'on l'a ouvert, qu'on a créé de la participation, on a en quelque sorte une adhésion au territoire qui est beaucoup plus forte. Et on a on partage le risque pris par la nation. Et on ne peut pas être dans une logique d'esprit qui consiste à dire « mon entreprise va réussir même si le pays se plante ». Parce que moi, c'est ça dont j'ai besoin. C'est que la nation se tienne et que tous les défis soient les nôtres collectivement. Et donc, beaucoup de choses ont été faites sur ce sujet collectivement. Il y a le pacte Dutreil qui avait été un point très important et qu'on a collectivement préservé. En le réformant, en le simplifiant, on a apporté réponse au défi de la transmission, qui était un sujet majeur, et d'ailleurs, ce qui était le fruit de vos travaux ces dernières années. Et là-dessus, je souhaite qu'on continue à consolider cela et l'améliorer au maximum pour qu'on permette justement de consolider les transmissions, qui est un point extrêmement important, parce que je sais que sur beaucoup de modèles, on a ces fragilités au moment de la transmission. Je crois que ce qui a été construit à travers l'histoire est là amélioré, à apporter les réponses, mais il faut constamment qu'on s'adapte en quelque sorte aux évolutions et qu'on puisse vous accompagner sur ce sujet. Merci de cet enthousiasme très localisé, mais qui est... Non, mais... Mais je sais que vous étiez d'accord avec tout le reste aussi. Là-dessus, je voulais insister sur quelques points en complément justement sur ce qui est à venir et à développer. La loi Pacte a été l'occasion de prendre des mesures qui permettent justement, je crois, d'améliorer cette, comme on dit aujourd'hui, inclusivité du capital. Et ce qui est très important pour le modèle d'ETI. Parce qu'il y a eu beaucoup de volets qui sont dans cette loi et qui permet justement, avec le déplafonnement de l'investissement dans les sociétés non cotées dans l'assurance vie, la réforme de capital investissement, FCPR et FCPI, pour démocratiser l'accès justement au capital investissement pour les particuliers, la mobilisation accrue des fonds d'épargne salariale pour financer les ETI, la réforme du PEA qui doit bénéficier aux ETI en croissance
lorsqu'elles sont cotées, c'est une série de réformes qui sont très importantes, qu'on est en train de pleinement activer et que l'écosystème doit totalement utiliser. Et je suis heureux de pouvoir renforcer cet alignement en assouplissant spécifiquement pour les ETI, alors que ces dispositifs n'étaient réservés qu'aux PME, les conditions permettant l'exonération de la contribution patronale pour les attributions d'actions gratuites au profit d'ETI n'ayant pas distribué de dividendes. Et ça, c'est un point important. Pourquoi ? C'est-à-dire quand on réinvestit dans le capital productif et pas la distribution, on doit être encouragé, accompagné, favorisé. C'est exactement la même philosophie que celle qui est poursuivie depuis 2 ans et demi, l'investissement dans le capital productif. Je veux ici aussi, pour finir de brosser ce tableau, m'attarder un tout petit peu sur la réforme de l'épargne retraite. Elle a été commentée et elle a été poussée là aussi par le ministre de l'Économie, des Finances et la secrétaire d'État à juste titre. Elle est très importante. D'abord, pour tordre le cou à un canard, on n'est pas en train dans notre pays d'avoir un système, alors certains peuvent le regretter, mais j'assume le choix qui a été fait, on ne crée pas un mécanisme de retraite par capitalisation dans notre pays, ce n'est pas vrai. Le cœur de la réforme d'ailleurs qui est conduite aujourd'hui par le gouvernement, c'est de pérenniser et de renforcer un vrai système par répartition où les actifs payent la retraite des retraités. C'est le fruit de notre histoire, la solidité de cette solidarité entre générations, et je crois que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs, parfois des commentateurs dont on aurait pu attendre qu'ils soient bien informés ont dit des grosses bêtises, on fait plus contribuer ceux qui sont fortunés parce qu'on met en place une contribution non contributive au-dessus d'un certain seuil, ce qui est un élément de justice sociale, il est limité et il est assumé par le gouvernement, mais quand des gens nous disent on baisse au-dessus d'un certain seuil et il n'y a plus les 26% de cotisation mais 2,6, la belle affaire, mais au-delà de ce seuil, il n'y a plus de droit en face de ces 2,6. Il est non contributif. C'est de la pure solidarité. Mais c'est un vrai mécanisme par solidarité. Je crois que c'est une bonne chose. Ça correspond à notre esprit. Et je suis vraiment désolé pour BlackRock. Bon. Donc, je dis tout ça parce qu'il y a eu énormément de bêtises qui ont été dites sur ce sujet et de fausses informations complètement indignes. Mais à côté de ça, on a besoin de développer l'épargne retraite. On a besoin de développer l'épargne retraite parce qu'il y a une épargne dans notre pays. Mais elle est aujourd'hui beaucoup trop mise sur des produits à faible rendement, et l'assurance vie continuera à faire partie du paysage d'épargne en France. Mais surtout, le faible rendement auquel on ajoute les modifications réglementaires et de régulation ont conduit à ce que nos concitoyens mettent beaucoup de leur épargne vers du rendement faible et vers des produits qui étaient peu investis dans notre appareil productif. Alors on est en train de se battre pour changer la réglementation et permettre justement de mieux investir cette épargne dans notre capital productif et nos entreprises. On en a besoin, parce que nous, il se trouve que notre épargne, elle finance peu le marché et elle passe plus en effet par des mécanismes intermédiaires type assurance vie. Mais un des vrais leviers, c'est justement les fonds d'épargne retraite et ce qui a été mis en place et qu'on veut développer et ouvrir aux Français avec le plan d'épargne retraite un produit à long terme mieux adapté à leurs besoins, avec de meilleures perspectives de rendement, investi en actions dans les entreprises. C'est une réponse qui est bonne pour les Français qui veulent épargner parce qu'il y a du rendement en particulier à long terme, et bonne pour nos entreprises, en particulier sur nos territoires, parce qu'elle va permettre de financer votre capital lorsque vous avez recours à cela. Et avec un élément de stabilité, parce que c'est des produits intermédiaires. Donc voilà ce que je voulais dire en la matière, et ce sur quoi il nous faut continuer à avancer, parce que c'est un des leviers aussi, pour continuer à investir dans le capital productif. Comme je le disais, on va poursuivre toute cette évolution avec une stratégie d'investissement qui sera clarifiée au printemps et qui sera le fruit de tout ce travail autour du pacte productif et aussi de ce qu'on veut faire en matière de recherche et d'innovation. Enfin, en la matière, et quand on parle du produire en France, je vous sais tous très sensibles au sujet des verrous administratifs, sociaux, et je les partage. Parce qu'au fond, l'impôt caché sur le capital et le travail, c'est la complexité et la lenteur. Là aussi, c'est mon obsession. Et quand on regarde la non-compétitivité, d'ailleurs européenne, c'est notre lenteur. Je le disais hier au Choose France, on a un énorme travail à faire avec la Commission européenne pour que nos délais soient accélérés. Quand on parle de politique de concentration, d'autorisation, on a des délais qui sont décorrélés des autres géographies. Donc là, on doit aller beaucoup plus vite. Alors, on a commencé à simplifier les choses en termes de seuil, avec les ordonnances travail, avec la loi Pacte, en fusionnant énormément de seuils. Il y avait auparavant 199 seuils d'effectifs, répartis
en 49 niveaux. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a drastiquement simplifié tout cela, avec une harmonisation et un lissage, avec 3 seuils, au lieu de ces 199 et 49 niveaux, 11, 50, 250. Et nous avons aussi donné, ce qui est très important, un délai de 5 ans pour s'adapter à tout franchissement de seuil. Donc ça, on va poursuivre sur ce sujet, mais il y a quelques autres sujets en termes de simplification que sur lesquels je souhaite qu'on puisse avancer. Il y a les simplifications réglementaires et les simplifications dites casse-barriant pour aller beaucoup plus vite et permettre pour les entreprises qui s'installent, pour justement, parfois les procédures qui se multipliaient, du nom du député qui a travaillé sur le rapport comme il est là, c'est pour ça que vous entendez des rires à ma gauche, de ses collègues, mais c'était très important à la fois pour vous et en termes d'attractivité. C'est de se dire parfois quand on voulait étendre l'entreprise, investir sur un nouveau site, etc., les délais et la multiplication des procédures, le cumul des procédures, et en quelque sorte l'opacité et l'incapacité de l'État, en quelque sorte, à agréger toutes ces procédures en une seule, en disant « vous êtes passé par la procédure environnementale, maintenant vous allez passer par la procédure sanitaire, puis vous allez passer par la… » Donc là, on simplifie, on développe les mécanismes de rescrit, on accélère, et c'est un point très important qui est là aussi en train d'arriver, et les ministres y reviendront avec vous. Il y a le droit à l'erreur. Un très gros travail a été fait par le gouvernement et les parlementaires pour là aussi permettre que le rapport à l'administration change, se simplifie totalement, et qu'en quelque sorte, on accompagne plutôt qu'on ne sanctionne la première fois. Il y a des choses qui continuent à relever du pénal, quand on met en danger la vie d'autrui, quand de manière délibérée on ne respecte pas la loi, on ne va pas simplifier les choses. Par contre, il y a beaucoup d'éléments, d'erreurs qui n'étaient pas intentionnelles, et sur lesquels la démarche, l'état d'esprit collectif était celui du contrôle a priori, de la sanction immédiate. La loi est passée, et là, il y a une transformation culturelle, on est en train de la mener dans les administrations, on a besoin de vous aussi pour… Rappelez à l'ordre de chacun, quand vous avez parfois des contrôles excessifs ou rapides, dites droit à l'erreur, parce que ça s'applique aux URSSAF, au service des impôts, au service du droit du travail. Il y a un droit à l'erreur qui consiste à dire on ne sanctionne pas à la première erreur, mais on accompagne et on aide à corriger. C'est un changement d'état d'esprit, mais je crois qu'il est extrêmement important dans ce contexte-là. Et puis enfin, le produire en France, ça suppose aussi d'avoir un comportement collectif en termes d'achat. C'est ce qu'on a essayé de faire par cette pédagogie du fabriqué en France ces jours derniers ici même, en mettant en avant vos productions sur nos territoires. Mais c'est ce qu'on veut aussi développer dans tout l'achat public. Il y a une réforme, une refonte du Code des marchés publics. Il y a maintenant la possibilité pour tous les acheteurs publics d'avoir des critères justement d'innovation, des critères justement d'achat social, solidaire, et pas simplement la notion de prix, qui était le dogme en termes de marché public jusqu'alors, et qui était très pénalisant pour l'achat français. Et donc, il faut maintenant changer les esprits. Donc, on a lancé une grande politique de formation des acheteurs publics pour qu'ils s'approprient ces méthodes. Et là aussi, je souhaite qu'on développe ce réflexe ETI dans les politiques d'achat et d'accompagnement. Enfin, si on veut avancer et réussir ce lancement aujourd'hui de cette marque ETI et les prochaines étapes, il y a, comme je le disais, le s'engager en France. Travailler, produire, s'engager. Vous l'êtes pour une écrasante majorité d'entre vous, et je le dis souvent sur la scène internationale, on est tous de toute façon dans le même bateau. Et donc, moi aussi, j'ai besoin que, en quelque sorte, à toute cette politique, cette dynamique, il y ait non pas une contrepartie, j'aime pas forcément ce terme parce qu'on a l'impression qu'on pourrait mesurer au trébuchet tel nombre de créations d'emplois ou autre, or la vie économique ne marche pas forcément comme cela. Mais la participation à un engagement collectif est au fond de se dire notre pays ne peut réussir que si l'ensemble des acteurs s'engagent dans la même direction. Nous avons aujourd'hui, à mes yeux, à réussir le défi productif. Je viens largement d'en parler depuis tout à l'heure, et vous aider à produire et à créer davantage d'emplois en France. Mais à réussir dans le même temps le défi environnemental et climatique, et l'un ne se fera pas sans l'autre. Parce qu'il y a une demande de notre population, il y a un devoir moral qui est le nôtre. Le défi de la transition digitale et le défi de la cohésion nationale. Et c'est là où j'ai besoin de votre engagement. C'est d'être pleinement des acteurs avec nous tous de ce projet, et donc d'être pleinement inscrits partout dans les territoires,
dans une forme de mobilisation nationale à laquelle j'ai appelé il y a quelques mois autour de cette initiative « La France s'engage ». Alors il y a tout ce qu'on est en train de faire, qui est au cœur du modèle productif, autour de l'écologie et du digital. Ça, si je puis dire maintenant, ça a intégré le cœur du modèle et ce sera au cœur du pacte productif. Mais j'ai besoin de votre engagement sur des sujets essentiels pour la cohésion de la nation. Nous avons lancé plusieurs initiatives sur des sujets qui sont extrêmement importants et qui rejoignent d'ailleurs cette bataille contre le chômage. Si on veut que notre nation continue d'avancer, on doit réussir dans tous les secteurs où la dynamique salariale et le partage de la valeur ajoutée n'est pas bon, à avoir une réponse collective. On l'a apporté en réponse aux Gilets jaunes, avec justement les décisions que j'ai pu prendre sur de la baisse de la fiscalité qui arrive en janvier, avec la baisse de l'impôt sur le revenu pour les premiers déciles, qui va aider ceux qui travaillent avec des salaires modestes à augmenter leur pouvoir d'achat, et justement les décisions là aussi qu'on a prises pour augmenter le pouvoir d'achat autour du SMIC sans grever notre compétitivité. Mais il y a encore des filières, plus particulièrement dans les services, comme je l'évoquais tout à l'heure, où la dynamique salariale est restée très faible et le partage de la valeur ajoutée reste très faible. Ça dépend des secteurs et ça dépend souvent des qualifications. Mais quand on regarde les 10 dernières années, dans certains secteurs, certains d'ailleurs sont très subventionnés, je le disais tout à l'heure, on va devoir y répondre, nous. Quand je regarde les aides à domicile, les aides à la personne, certains métiers de la santé, notre dynamique salariale n'est pas bonne. La création de pouvoir d'achat n'est pas là. On ne peut plus vivre dans certaines métropoles avec ces salaires. Et de la même manière, quand on regarde les dynamiques d'augmentation salariale entre les cadres sup et les moins qualifiés, ces 10 dernières années, quelque chose ne s'est pas bien engagé. C'est aussi ça ce qui nous a été dit. Et donc là, il faut qu'on puisse travailler, s'engager collectivement. L'État ne va pas réguler la dynamique salariale des entreprises. Je ne propose pas d'en arriver là. Mais il faut qu'on partage en transparence ces problèmes. Parce qu'ils existent. Et ce n'est pas vrai que ces problèmes, à un moment donné, on peut les cacher. Ils sortent dans la rue. C'est ça qui nous a été dit aussi. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas aggraver notre compétitivité, mais soyons clairs. Dans les 17 milliards pour les Gilets jaunes, il y a une partie, c'est de la baisse d'impôts. Il y a une autre, on peut dire que c'est de la dépense publique. Mais enfin, c'est de la dépense publique pour se substituer à de la non-hausse de salaire. C'est ça ce qu'on a fait. On a dit, l'État décide d'investir pour pas que les salaires augmentent, parce que ce serait mauvais pour la compétitivité et l'emploi, mais les gens ne peuvent plus vivre avec ce salaire. Parce que c'est vrai que dans les métropoles aujourd'hui, on ne vit plus avec le SMIC. Ça ne sera pas durable. Et donc là-dessus, on a besoin d'un engagement collectif, ETI, grands groupes. Et ensuite, j'ai besoin de vous, comme des grands groupes et de l'ensemble de l'écosystème français, pour qu'on change nos mentalités et pour que, je le disais tout à l'heure pour les VTE, pour nos jeunes, mais sur certains publics, on change peut-être notre relation aux choses, aux représentations, et qui est dans les dynamiques d'embauche, de partage de la valeur ajoutée, de réponse apportée, une mobilisation de votre part. On ne pourra pas gagner la bataille contre le chômage si on n'arrive pas collectivement à se mobiliser davantage sur l'embauche des jeunes peu qualifiés ou venant de quartiers difficiles. C'est au cœur de La France s'engage. Alors nous, on peut apporter des compétences et des formations à la compétence, mais tant qu'il y aura de la discrimination à l'embauche, ça ne marchera pas. Or, il y en a dans notre pays. Il y en a. Je peux vous dire que tous ces jeunes, ils ont envie de réussir. Ils ont envie de réussir. Peut-être qu'ils n'ont pas le même prénom que ceux des grands-parents qu'on embauchait. Peut-être qu'ils viennent de quartiers qui ont une mauvaise réputation là où on habite. Mais si on se donne le mal collectivement de changer notre regard et de leur apporter la formation qu'ils n'ont parfois pas eue quelques années avant ou dans leur famille, on peut gagner la bataille. Et donc, il faut qu'on change ce regard collectivement, qu'on décide d'investir, mais qu'il y ait une mobilisation sur les jeunes peu qualifiés et venant de quartiers difficiles. Ça, c'est vraiment une mobilisation sur laquelle je vous demande de participer au niveau national et dans les clubs d'entreprises qui sont faits autour de la ministre dans La France s'engage. Ensuite, il y a les jeunes, je le disais pour les VTE, je le disais pour l'apprentissage. On est un pays formidable, on dit qu'il y a des besoins, il y a des secteurs où on a des besoins d'embauche et personne ne veut rentrer en qualification, mais enfin, souvent, et c'est une caractéristique de notre pays, on aime le jeune, mais pas trop jeune. Et combien de jeunes que j'interroge quand je vais dans un pôle emploi, etc., me disent « on me demande d'avoir une expérience, mais personne n'est prêt à me tendre la main pour l'avoir ». Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, dans notre pays, on est en train de réussir la bataille sur le chômage.
entre 25 et 50 ans, quand on est sur les gens qualifiés, vous allez voir, on va y arriver au plein emploi, on va progressivement, j'espère, arriver de qualification en qualification, mais on a un énorme problème sur les jeunes sans qualification, il faut leur tendre la main. Il faut accepter de les former par l'apprentissage, par le VTE, par la confiance, par l'embauche, parce qu'on a simplifié les règles. On a un problème sur beaucoup de femmes seules qui ont arrêté de travailler et qui veulent reprendre le travail. Et là-dessus, nous avons un problème dans notre système, on ne fait pas confiance. Et quand je regarde les chiffres aussi, ce n'est pas qu'un sujet de qualification, c'est un sujet de regard de la société, des employeurs. Donc j'ai besoin de votre engagement sur ce sujet. On a un énorme sujet encore de travailleurs handicapés, et donc de Françaises et de Français en situation de handicap et de capacité à avoir une embauche. Là aussi, on a simplifié les mécanismes. Il y a eu un gros engagement des ministres, mais j'ai besoin de votre engagement sur ce sujet. Et on a un énorme besoin de travail des personnes en situation de détention et des seniors. Je vous fais la liste des catégories qui sont les plus en difficulté, et je finirai sur ces deux dernières. Les Françaises et les Français qui sont détenus en prison. Plusieurs entreprises, d'ailleurs, qui sont ici présentes, se sont engagées sur ce sujet. Mais dans notre société, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on a mis fin à la peine de mort. Et on a acté que toute personne qui était en détention avait vocation à revenir dans la société. On est un pays où nous ne sommes pas bons sur le travail des détenus, ce qui est une honte, où nous avons encore des réformes à faire, d'ailleurs, sur la juste rémunération, où on est très mauvais, d'ailleurs, sur la capacité à réinsérer les personnes qui sont en voie de sortie de détention. Et là-dessus, j'ai besoin des entreprises pour, là aussi, faire confiance à ces publics. Il y a des procédures d'accompagnement, on peut donner de la confiance, mais j'ai besoin de cet engagement si on veut réussir cette bataille. Parce que sinon, on se retrouve en situation d'échec, et c'est un vrai sujet. Et enfin, j'ai besoin de vous sur l'emploi des seniors. Je disais tout à l'heure les 25-50 ans. Nous sommes en train, collectivement, de regarder notre société, de dire, et je pense que ce discours va progressivement s'étendre, qu'on a besoin de travailler plus longtemps. C'est une forme de bon sens. On rentre de plus en plus tard dans la vie active, on vit, et c'est formidable, de plus en plus vieux, et de plus en plus vieux en bonne santé. Tout ça est formidable. On ne veut pas baisser le niveau de la retraite, et ça fera partie des règles d'or de la réforme de la retraite qui est portée par le gouvernement. C'est simple, il y a deux façons de faire. Soit on augmente les cotisations des actifs, mais ça veut dire grever notre compétitivité ou le pouvoir d'achat des salariés. Je n'ai pas compris qu'on ait beaucoup de marge de manœuvre sur ce sujet. Soit de trouver les voies et moyens justes, et donc en différenciant selon les difficultés, les secteurs, l'âge à laquelle on a commencé à travailler, de travailler un peu plus longtemps et d'avoir une dynamique intelligente sur ce sujet. Mais on ne peut pas dire à une société « il faut travailler plus longtemps » et continuer à avoir les mêmes pratiques d'embauche qui consistent à dire « compliqué d'embaucher quelqu'un après 50 ans ». Alors, ces 10 dernières années, on a plutôt amélioré les choses. Soyons clairs, sur les chiffres de l'emploi des seniors sont en train de s'améliorer, mais pas assez vite. Et il y a chez les seniors des trésors de compétences, de connaissances qui sont aujourd'hui sous-exploités. Ça suppose d'avoir aussi collectivement parfois les bonnes orientations. On ne les embauche pas dans les mêmes tâches, dans les mêmes secteurs que parfois là où ils ont agi ou été employés pendant des décennies. Mais on a besoin d'avoir cette réflexion collectivement, de l'avoir pour notre organisation collective, mais de l'avoir aussi dans les entreprises, parce que je suis convaincu pour ma part que vos entreprises embaucheront de plus en plus des gens qui sont en réorientation de leur parcours et qui auront fait 20 ans ou 25 ans dans un tout autre secteur, parce qu'elles veulent rester dans le territoire et qu'elles acceptent de se reformer pendant 1 an et qu'on leur paye cette formation pendant 1 an. Ça n'existait pas jusque-là, on est en train de le développer. Et que vous allez de plus en plus devoir embaucher des gens qui ont 50, 55, 58 ans. Et vous allez voir que c'est une vraie ressource dans l'entreprise, que ça apporte des choses et que ça permet d'ailleurs de transférer des compétences, un autre regard. On va mettre en place, on est en train de le faire, les dispositifs qu'il faut. Ça ne marche que s'il y a aussi un engagement et une mobilisation de votre part et si on change le regard. Donc voilà quelques convictions que je voulais avoir avec vous sur des sujets qui ne peuvent pas être absents de notre discussion d'aujourd'hui. Et on doit pouvoir, dans le même échange, la même discussion, parler de coûts de capital, de réforme du travail, mais aussi d'engagement pour les jeunes qui viennent de quartiers difficiles et pour les seniors ou les jeunes. C'est ça ce qui fait la vie d'une nation. Et à mes yeux, ce qui nous a coûté trop cher pendant des décennies, c'est qu'on a séparé ces sujets. C'est qu'on les a séparés. Et le risque qu'on a aujourd'hui, rassurez, tant que je suis là, je ne céderai rien. C'est par démagogie, toutes les oppositions jouant un rôle d'ailleurs totalement démagogique à cet égard,
de taper sur ceux qui font des réformes en les caricaturant, et en disant ils font des réformes pour quelques-uns, et d'oublier ce qui fait une nation. On ne peut pas avoir une politique sociale si on n'a pas une politique productive. Ça n'existe pas de répartir d'une richesse qu'on n'a pas créée. Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas bon d'avoir une politique qui ne fait que créer de la richesse si on ne la partage pas justement dans l'entreprise et les territoires, parce qu'on n'est pas durablement entrepreneur en son village si les gens dans le village sont malheureux. Et c'est vrai dans une métropole aussi. Et donc cet équilibre, il faut qu'on le tienne ensemble. C'est ce qui fait la cohésion d'une nation. C'est la bataille qui est la nôtre. Et c'est aussi pour ça que je voulais, en ce début d'année, vous réunir aujourd'hui, avoir ces quelques mots de conviction partagés, et partagés dans tous les sens du terme, comme vous l'avez compris, et que vous puissiez ensuite avoir une séance de travail et d'échange avec les ministres et tous les responsables, parce que la France réussira si elle agit d'un bloc. Je ne crois pas à l'affrontement et la division. Beaucoup de gens veulent aujourd'hui reconvoquer ou rediviser. Ça fait partie de notre histoire aussi, et peut-être que j'aurai tort, mais je peux vous dire une chose. Je mettrai toute mon énergie à apporter les preuves que ce qu'on est en train de faire, qui est à la fois de réconcilier les territoires, les énergies, les ambitions, de réconcilier l'économique et le social, le productif et l'environnemental, c'est la seule bonne stratégie. Parce que je ne crois pas à l'une sans l'autre. Oui, là aussi, je crois à l'en même temps. Parce qu'il se trouve que la vie d'une nation, c'est tout ça à la fois. Et c'est aussi l'histoire de notre pays. Et pour ça, j'ai besoin de vous, et pour ça, j'ai besoin que les ETI françaises réussissent. Merci à vous, vive la République et vive la France! Mesdames, Messieurs, je vous invite à présent à participer à une photo de groupe. Je vous demande de rester sur place. En revanche, je demande aux parties latérales de bien vouloir se rapprocher du centre de la salle des fêtes. Je vous remercie.